Il était à peine 8 heures du matin lorsqu'il entendit tambouriner la porte. Gaz venait de faire une entrée fracassante. Le substitut du procureur de la commune lui tendit une délibération de l'hôpital général. Le juge prit la lettre et lut. Les expositions d'enfants deviennent fort fréquentes et elles peuvent le devenir plus encore si l'on ne cherche pas les moyens de faire cesser de pareils crimes qui mettent dans le plus grand danger une infinité de malheureux. Sur quoi il a été donné au juge de paix de pouvoir faire toutes les poursuites qui seront jugées nécessaires contre les coupables. S'agissant d'un délit grave et l'hôpital se trouvant surchargé d'enfants, il est intéressant pour l'ordre public de remédier à de pareils délits. La convocation déstabilisa Elisabeth. Elle avait marché vite pour venir jusqu'à la maison du juge. Elle ne sentait pas ses jambes se ramollir. Il était là, et elle n'avait même pas cherché à la revoir. Elle était arrivée, attendait sur le banc, elle ferma les yeux. Elle se demandait quelle attitude elle devait adopter. Son cœur cognait au coin des inquiétudes. Le greffier appela son nom, elle rassembla ses forces, entra dans le bureau. Elle n'entendait pas. Elle n'entendait pas ce qu'il demandait. Elle n'entendait rien. Elle écoutait sa voix. Elle lui avait tellement manqué. Elle ne répondait pas à ses questions, alors il répéta. Nom? Coste. Surnom? Elisabeth. Âge? 44 ans environ. Profession? Marchande de draps. Il posait des questions. Il l'entendait répondre, il n'écoutait pas. D'un ton brusque, il rappela à la femme qui lui faisait face que l'exposition d'enfants pouvait être considérée comme un crime et la complicité punie comme un crime lui-même. Il savait qu'elle n'avait rien à voir avec l'abandon. Il fallait cependant se donner une contenance, contenir le flux des émotions et empêcher qu'elle ne déborde. Pour y parvenir, il la fixa d'un regard métal. Elle se raidit. Il y avait dans ce regard la certitude de ceux qui ne doutent pas de la justesse de leurs idées. Elle frissonna d'incompréhension. Il est grandement préférable pour vous de dire la vérité. La nation ne peut impunément nourrir tous les enfants abandonnés sans rechercher les coupables et leurs complices. D'autant que le sort de ces enfants est terrible, qu'ils ont très peu de chances de parvenir à l'âge adulte. Marianne parviendra à l'âge adulte, je vous l'assure. Quant à la nation, monsieur le juge, n'ayez crainte pour ses finances. L'enfant ne lui coûtera pas un sol. Je ne l'ai pas emmenée à l'hôpital. Elle est chez moi. J'ai décidé de l'adopter. Très bien. Cela n'enlève rien à ce que je viens de vous expliquer. L'enquête n'est pas terminée, vous devez vous tenir à la disposition de la justice. Et pour l'adoption, nous verrons quand l'enquête sera finie. Aucune trace de l'enfant n'avait été trouvée dans les registres des églises de Montpellier, il fallait donc la baptiser au plus vite. Informé, Joseph Durand décida d'y assister. « 11 juin 1792. La fin du printemps était radieuse. Avec Marianne, devenue sa fille, Élisabeth se sentait utile, aimée de manière inconditionnelle. Les créanciers de son père avaient accepté l'arrangement qu'elle leur avait proposé. Elle avait racheté la boutique, Louise s'était portée garante, désormais tout lui appartenait. Le matériel, les machines, le stock, et les ventes étaient bonnes. Était-elle vraiment heureuse? Elle ne se posait pas la question, elle n'avait pas le temps. À Paris, la situation s'aggravait de jour en jour. Les émeutes contre-révolutionnaires dans plusieurs villes faisaient craindre le pire. Mais la population, du moins à Montpellier, se sentait fort éloignée et peu concernée par les violences parisiennes. Il montait la Grand-Rue lorsqu'il la vit descendre. Elle paraissait très occupée. Elle l'était. Il s'arrêta pour mieux la regarder. Il était si heureux de la croiser. Il s'était arrêté pour profiter de l'instant. Elle le vit. Il souriait. Celui qu'elle avait quitté plus de 20 ans auparavant était là devant elle. Il souriait et elle existait enfin.
Ils s'accrochaient l'un à l'autre par le regard. Ils étaient heureux. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que Marianne se mette à sangloter. Élisabeth s'excusa. Elle est fatiguée. Elle a bien grandi. Elle est aussi belle que sa mère. L'enfant montra son genou écorché, la peau râpée et le sang séché. Mais ce n'est rien, regarde, on ne voit déjà plus rien. Élisabeth ne savait plus que dire pour l'apaiser. Marianne ne se calmait pas. Élisabeth s'impatientait. Pourquoi lui volait-elle cet instant? Il est inutile de pleurer, tu vois bien, tu n'as plus rien. Pour la première fois depuis qu'elle vivait à ses côtés, elle en voulait à sa fille. Joseph s'accroupit alors à côté d'Élisabeth et dit en s'adressant à l'enfant. Certes, on ne voit plus la blessure, mais ce n'est pas pour autant que la douleur a disparu, n'est-ce pas, Marianne? Explique à ta maman que les blessures les plus profondes ne sont pas forcément les plus visibles. La douleur peut se réveiller bien des années plus tard, quand on ne l'attend plus, et alors elle brûle comme au premier jour, même si à l'extérieur la cicatrice a disparu. Élisabeth serra Marianne contre elle pour parer le coup, mais c'était inutile. Son cœur saignait déjà et la souffrance coulait le long de ses joues. Il regretta aussitôt ses paroles. Il aurait aimé alors prendre son visage dans ses mains juste pour partager sa peine. Il put simplement lui dire « Je suis attendu ». Il se racla la gorge et ajouta « Je voulais juste vous dire que si un jour il vous arrivait d'avoir besoin pour vous ou votre fille, on ne sait jamais. N'hésitez pas, je serai toujours là pour vous deux. » Elle se dit qu'elle avait déjà besoin de lui, qu'elle avait besoin de lui depuis le premier jour où elle avait croisé son regard et pendant les années interminables qui y avaient suivi. Mais elle se tut. Désormais, il ne quittait plus sa vie. Il était près d'elle quand elle se levait, quand elle travaillait, quand elle s'occupait de sa fille. Le 21 septembre 1792, l'abolition de la royauté fut décrétée. Quelques jours plus tard, une grande fête fut organisée pour célébrer l'événement. Comme tous les fonctionnaires de la ville, Joseph Durand s'y rendit. Il assista impuissant et silencieux au déchaînement de violence et de haine savamment orchestré par la municipalité. Des êtres qui n'avaient plus rien d'humain s'acharnaient sur la statue du roi Soleil, la cassaient, la brisaient, assouvissant leur haine sur des morceaux de pierre ou de bronze qui finalement seraient fondus pour faire des canons. Une meute fanatique d'animaux sauvages. Le pire se produisit lorsque ces masses incultes se mirent à brûler les manuscrits, les livres et les gravures de la bibliothèque. Durand ne put rester plus longtemps devant pareil sacrilège. Louise et Élisabeth firent partie des très rares qui ne se rendirent pas à cette fête. La mort du roi, le 21 juin 1793, ne lui avait laissé aucun espoir sur l'avenir de la royauté, mais elle préférait se taire et garder ses opinions pour elle. Les révolutionnaires avaient gagné. Les partisans de la royauté et les prêtres réfractaires étaient considérés comme les ennemis de la liberté. Joseph se rendit à l'évidence. Il n'avait pas perçu la gravité des événements. Cela maintenant faisait bientôt 6 mois qu'Élisabeth n'avait plus de nouvelles de lui. Il n'avait été qu'une parenthèse. Sa vie avait repris son cours, moins terne qu'avant puisqu'il y avait Marianne, puisqu'elle l'avait revu lui, moins terne mais plus triste, puisqu'elle l'avait revu et qu'elle l'avait à nouveau perdu, plus triste et plus effrayante. Les Espagnols étaient entrés en France, avaient incendié le district de Montbellegarde au Perthus et s'avançaient sur Perpignan. Les récoltes avaient été catastrophiques et la famine était inévitable. Le maire avait appelé Paris au secours. « Nous sommes en état de détresse », avait-il supplié, mais la ville n'avait reçu aucune aide. Dès lors, la seule préoccupation des habitants de Montpellier était de trouver de quoi se nourrir, eux et leurs familles. Désormais, Élisabeth devait se battre pour que sa fille ne manque de rien. Le juge était très occupé,
lorsque la fille de service fit savoir qu'une femme souhaitait lui parler. C'est la personne qui a adopté la petite fille, je la reconnais. Il la fit monter dans son salon. La porte n'était pas encore fermée qu'elle commença à attaquer. La marchandise va être vendue et tout mon matériel avec. Vous n'avez pas le droit, je croyais que seuls les biens appartenant aux parents, père et mère des prêtres réfractaires devaient être vendus. C'est le cas, Elisabeth. Non, il n'y a plus d'Elisabeth. Appelez-moi citoyenne. Citoyenne Coste. Je vous demande simplement de me considérer comme n'importe quelle citoyenne et d'appliquer la loi, rien que la loi. Ces biens m'appartiennent, vous devez lever les scellés, un point c'est tout. Je ne peux rien faire, désolé. Ces biens appartiennent à votre père, ils doivent être saisis. La décision n'est pas de ma compétence. Les Espagnols sont à nos portes. Nos soldats n'ont même pas de chaussures à se mettre aux pieds. La vente de ces biens permettra de nourrir notre armée qui veille sur la population dont vous faites partie. Je n'ai pas le choix. Je suis un simple exécutant, comme vous l'avez toujours été, et comme vous le serez toujours. Dites à vos chefs que tout dans la boutique m'appartient, du plus petit outil au plus précieux tissu. J'ai tout racheté. Si ces biens sont à vous, il vous suffira de le prouver et ils vous seront restitués. Quand? Qui va faire manger ma fille en attendant? La nation? L'État? Le département? Le district? Que sais-je encore? Je peux énumérer longtemps toutes ces choses qui ne servent à rien. Tous ces gens qui sont pour le bien et la justice, pour le rapprochement des peuples, pour la paix, pour les belles paroles, inutiles et ridicules. Mais qui, pendant ce temps-là, va nourrir ma fille? Vous perdez votre sang-froid, citoyenne Coste. Je me suis battue contre l'injustice que vous subissiez. Je me battrai contre celle que je suis en train de subir de votre fait. Elle venait de le toucher en plein cœur. Les denrées de première nécessité étaient hors de prix. Elle avait bien du mal à se procurer de quoi se chauffer ou s'éclairer. Désormais, chacun y allait de sa petite combine pour s'en sortir. Elle avait été sollicitée par un tapissier en meubles pour des travaux de teinturerie rouge. Une commande lui avait été passée par le département et il devait de toute urgence fournir de grandes corbeilles d'environ 7 pans de longueur, tapissées de toile rouge sang. En ce domaine, la réputation des Costes, qui travaillaient depuis des siècles à la draperie rouge, était encore intacte. Joseph Durand se sentait las de condamner les justiciables. Condamner une veuve parce que la misère extrême l'avait envoyée dans un champ avec ses enfants en bas âge pour glaner de la luzerne. Condamner un vagabond trouvé dans un jardin ramassant des artichauts ou 3 feuilles de salade. Son travail lui pesait. Les instructions étaient claires pourtant. Les juges devaient punir de plus en plus sévèrement ce genre de délit. De longues semaines étaient passées. Un matin, les claquements de dents de Marianne la réveillèrent. Le froid pénétrait par tous les interstices des portes et des fenêtres et parcourait les membres et le corps des habitants de la maison. Élisabeth eut le plus grand mal à se lever. Sur la coiffeuse, l'eau déposée dans la vasque pour la toilette avait gelé pendant la nuit. Elle appela Catherine. « Va vite à la cave et ramène du charbon. Le feu s'est éteint, elle va mourir de froid. »« Il n'y a plus de charbon. »« Quoi ? Ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'en trouver à bon prix. » Élisabeth prit de l'argent dans un portefeuille caché sous son matelas et donna à Catherine de quoi payer. Puis elle s'allongea près de sa fille pour qu'elles se réchauffent mutuellement. La tramontane s'était levée et sifflait dans ses oreilles. Le froid s'engouffrait dans la pièce, plus fort encore. Elle n'avait pas eu de nouvelles de Joseph Durand depuis ses démarches pour faire lever les scellés. Il lui avait dit qu'il n'était qu'un exécutant. Elle avait espéré qu'il interviendrait quand même, mais elle s'était vite rendue à l'évidence. Il n'avait pas bougé le petit doigt pour lui venir en aide. Elle était plus démunie que jamais, financièrement et moralement. Elle n'avait plus qu'une idée en tête, donner le maximum de force à Marianne pour qu'elle guérisse complètement. Dans la rue, les nouvelles étaient alarmantes. Il fallait penser à l'avenir, prévoir le pire, faire des réserves pour survivre. Depuis longtemps, elle n'avait vu si belle farine. Elle posa près d'elle les 2 sacs. Elle vida le premier sur la table, ramassa la farine, saupoudra de sel, creusa un puits au centre, y ajouta 3 œufs, un peu d'huile. Elle versa l'eau lentement, puis mélangea le tout,
plongeant ses mains dedans pour obtenir une pâte ferme. Elle malaxa longtemps. Elle prenait plaisir à pétrir. Elle prit le second sac, le vida sur la table, forma un monticule de farine. Elle était blanche, brillante, la plus belle fleur de farine. Cette farine était blanche comme la neige. Elle la caressa encore un moment avant de saupoudrer de sel, d'y incorporer le sucre, quelques gouttes à peine d'eau de fleur d'oranger. Elle ajouta les œufs, remplaça l'huile par le beurre. La pâte sentait bon. Elle avait pétri tout l'après-midi. Elle était épuisée. L'essentiel était atteint. Elle pourrait conserver de quoi nourrir sa fille, même si les Espagnols envahissaient Montpellier. Il ne lui restait plus qu'à porter les galettes à cuire. Les galettes cuites sans le vin étaient trop dures pour Marianne. Si dures que même trempées dans du lait, elles avaient du mal à ramollir. Alors elle les trempait dans la soupe. Marianne était si fragile. Élisabeth craignait à chaque instant de la perdre. Chaque soir, chaque matin, elle remerciait Dieu de lui avoir envoyé cet enfant. Les semaines suivantes, elle refit de la pâte. Elle devait constituer ses réserves. À peine rentrée, elle déposa quelques galettes dans le garde-manger de la cuisine. Les autres, la plus grande partie, elle les mit dans un gros tonneau et elle puiserait dedans au fur et à mesure de leurs besoins. Elle les recouvrit d'un linge propre et ferma avec force pour empêcher que les rats et les souris n'y entrent. Elle avait pour sa fille tout l'amour du monde. Elle en était désormais certaine. Cet amour prenait toute la place. Joseph surgit alors dans ses pensées, comme d'habitude au moment où elle s'y attendait le moins. Il ne lui avait jamais autant manqué que depuis qu'elle l'avait retrouvé. Elle serra très fort sa fille dans ses bras. Soudain, on frappa à la porte. Son cœur se mit à cogner au rythme des coups. Catherine entra dans la cuisine. Elle était livide. Elle n'eut pas le temps de parler. Les hommes avaient fait irruption chez elle. « Citoyenne Elisabeth Coste !» Elle n'acquiesça même pas. Elisabeth ne montra aucune résistance. Elle avait appris qu'un monde séparait sa façon de penser de celle des révolutionnaires et qu'il ne servait à rien de chercher une raison à leurs faits et méfaits. Les hommes lui arrachèrent l'enfant, qui se remit aussitôt à pleurer, et la colère dans les bras de Catherine. « Au nom de la nation, tu es en état d'arrestation. » Bravo.